Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Dimanche politique de ce 24 janvier 2021 se propose de revisiter toute l'actualité sociopolitique et économique du Bénin. Inutile de refaire le débat que vous savez déjà, celui relatif à la candidature de Patrice Athanase Guillaume Talon. La commune d'Adioron a eu le privilège de produire déjà l'un des meilleurs challengers à l'opposition politique béninoise. La commune d'Adioron, disais-je, entre dans l'histoire de l'aide de la rupture. Elle a fait se dédire d'un vœu, d'un engagement, Patrice Talon, celui de prouver que le job pourrait se faire en un mandat. Mais qu'est-ce qui n'aurait pas marché entre-temps? Comment le landerneau politique béninois a-t-il accueilli la nouvelle relative à la candidature de Patrice Talon? Et qui seront ses potentiels challengers? Et bien d'autres sujets qui viendront meubler ce numéro de Dimanche politique. Pour répondre aux différentes questions, c'est bien le chargé de communication et porte-parole du parti UDBN, M. Jules Léandre Kitty, qui a accepté notre invitation. Bienvenue, M. Kitty. Merci à vous, M. Davor, et salut à tous les téléspectateurs de Eden Télévision. Monsieur Kitty, le principe de l'émission, vous le savez, je ne vous apprends rien, consiste à vous connaître davantage. La toute première question peut vous sembler peut-être triviale. Comment devient-on chargé de communication d'un parti politique? Merci, M. Davor. Comment devient-on chargé de communication d'un parti politique? Il faut scinder votre question en deux parties. Comment devient-on chargé de communication? Et avec la spécificité après de comment devient-on chargé de communication d'un parti politique. Vous comprendrez pourquoi j'ai préféré qu'on fasse ce distinguo-là. Un chargé de communication, c'est d'abord un spécialiste de la communication et du type de communication dont on a besoin et qui, parce que en position de communicant, donc en position de personne responsabilisée pour donc s'occuper de tout ce qui est batterie de stratégie de communication de la personne physique ou morale qui a besoin d'avoir de la visibilité, d'atteindre des cœurs, des esprits pour donc leur arracher un certain nombre de décisions par rapport aux objectifs qu'on poursuit. Maintenant, dans le cadre d'un parti, et d'abord, ça j'oubliais, il faut se former à ça. Il faut donc avoir une expérience, un certain nombre de pratiques qui vous permettent de devenir qu'il est juste d'appeler un stratège en communication. Parce que la communication, contrairement à d'autres domaines, elle est tellement dynamique, vous avez tellement de situations imprévues que c'est un job qui demande à ce que vous-même, vous soyez dans la prise en compte d'un certain nombre de considérations non prévues, que vous soyez suffisamment proactif, que vous soyez que vous ayez tellement de plans A, B jusqu'à Z, de sorte à ce que ce dont il est question, tout compte fait, le groupe pour lequel vous travaillez, la personnalité pour laquelle vous travaillez, puisse autant que faire se peut, l'emporter dans le regard que l'opinion porte sur elle ou sur lui pour parler du groupe. Mais lorsqu'il s'agit d'un parti politique, il faut donc tout ce que vous connaissez en matière de stratégie de communication adaptée à chaque situation, l'expérience, l'expertise, il faut maintenant pouvoir intégrer ce qui fait l'identité du parti politique, ce qui fait les enjeux de la formation politique, et il y a parfois une passerelle qui s'offre à vous, il y a une décision à prendre. Vous pouvez être un chargé de communication d'un parti politique en restant technicien, mais vous avez en sourdine, en cachette, sous-jacent, un minimum d'engagement, parce qu'il faut épouser la philosophie. Mais vous pouvez aussi faire le pas de l'engagement politique. C'est pourquoi vous avez parfois des chargés de communication qui font le travail technique aux côtés des personnes engagées politiquement. Vous avez aussi une personne qui est spécialiste de la communication, mais qui est engagée dans le parti politique, qui est, pour faire juste, militant du parti. Donc il y a cette nuance à faire. Oui. C'est une question d'option qu'on fait. Et voilà, au-delà de tout, je finis en disant, il y a une certaine
affinité qui parle aussi. Parce que quand les leaders du parti politique ne vous font pas confiance, ce poste, il est tellement stratégique que vous ne pouvez pas l'occuper, même si vous avez les meilleures compétences du monde, parce que vous gérez de l'information qu'il faut travailler. Après, il faut pouvoir garder ça, il faut pouvoir circonscrire l'information et savoir ses circuits de distribution pour que cela ne se retourne pas contre la formation politique. Ben, je vous sais, je ne vous apprends rien, transfuge des médias, mais comment s'opère la transition de la plume, du micro à la politique ou à la communication politique? Mais il y a ce qui est classique d'abord, parce qu'un journaliste, qu'il soit de la presse écrite, qu'il soit de la radio, de la télévision ou des nouveaux médias, pour mettre ensemble tous ceux qui sont dans la presse digitale, eh bien, il travaille, qu'il soit dans d'autres domaines ou purement dans le desk politique, il travaille sur les hommes publics. Il les côtoie. À la recherche de l'information, il les croise. Il connaît leurs faits et gestes. Il connaît leur histoire. Et pour moi particulièrement, qui ai eu une prédilection pour donc l'information politique, l'analyse, le commentaire politique, surtout mon parcours, après avoir fait traîner les bottes au début dans le sport, la culture, les faits de société, parce que tout ça permet de rôder la plume, eh bien, très tôt, moi, j'ai montré mon intérêt pour les desks politiques, politique et économie. D'ailleurs, ce sont ces desks que j'ai beaucoup plus animés dans mon parcours, déjà au niveau de la presse écrite pendant plusieurs années. Après la radio, j'ai commencé par prendre des responsabilités. Et quand vous prenez des responsabilités comme celle de rédacteur en chef, et vous êtes bien placé pour me comprendre sur la question, quand vous prenez ces genres de responsabilités, au-delà du travail de journaliste que vous faites au quotidien, vous êtes encore davantage dans l'économie d'un certain nombre de vérités autour des hommes politiques. Parce qu'un rédacteur en chef, c'est beaucoup de coups de fil qu'il passe. C'est beaucoup de choses qu'il passe et qu'il connaît, qu'il entend, qui passe par lui, avant qu'il ne demande à son journaliste de faire peut-être 5% de cela. Il ne lui livre pas toutes les informations. Et donc, c'est beaucoup de réalité. Et quand vous avez fait ça pendant beaucoup d'années, en tout cas, modestement, quand vous avez fait ça pendant bien plus d'une décennie, et que vous avez l'âme que moi j'ai, une soif d'influencer son environnement, un esprit extrêmement critique. Moi, par exemple, je ne supporte pas que même à la maison, avec ma petite famille, qu'on n'ait pas à discuter de comment le quartier est géré, de comment la commune est gérée, comment le pays est géré, les faits et gestes de tels dirigeants. Et donc, ça vous prédispose à l'action publique. Mais après, le pas pour quitter les médias, pour y aller, c'est qu'il faut avoir le courage. Le courage de dire, je vais dans l'engagement politique, je fais le pas du compromis. Pas de la compromission forcément, en tout cas dans mon cas. Vous faites le pas du compromis parce que le métier de journaliste, c'est là seulement le cloison entre les deux, même si les deux sont très proches. Vous cessez d'être complètement indépendant, comme vous l'étiez en tant que journaliste, parce que vous devez avoir la tête sur les épaules et pouvoir ne pas être dans le parti pris. Mais par contre, quand vous faites le pas vers l'acteur politique, vous êtes en milieu partisan, on vous connaît une couleur, mais ça ne veut pas dire que vous perdez la tête, vous devenez un griot, ou vous fermez votre esprit. Ou des lèche-bottes. Merci. Voilà. Julian Kitty, on va entrer maintenant dans l'actualité sociopolitique au Bénin. Comme je l'ai dit, ce sera la première rubrique dans ce numéro de Dimanche politique. Et l'actualité sociopolitique au pays est suffisamment bien fournie, je ne vous apprends rien. Le tout premier sujet, c'est bien la candidature de Patrice Athanas Guillaume Talon. Eh bien, quelle analyse vous inspire cette décision du chef de l'État, Patrice Talon, de vouloir rempiler? Ben, je vois déjà que c'est une décision qui peut surprendre comme qui peut ne pas surprendre. Ça dépend de là où on se situe. Lorsque vous vous enfermez dans votre bon cœur de quelqu'un qui veut s'accrocher seulement
à une phrase que le président avait prononcée, à savoir au début de son mandat, qu'il avait vraiment envie de faire un mandat unique pour être dans la pédagogie, pour pouvoir montrer que oui, on peut faire ce job en 5 ans et montrer la voie. Montrer la voie, non pas qu'on finirait de tout faire, mais montrer la voie pour que le pays se remette sur les rails du développement. Eh bien, vous pouvez dire, c'est surprenant, vous pouvez dire que, on pensait qu'il ne ferait qu'un seul mandat, on pensait que... Puisqu'il l'a dit. Oui, je dis, je concède à celui qui tient compte de ça pour dire qu'il est surpris. Mais là, à la nuance que celui-là doit pouvoir en même temps reconnaître qu'il s'est enfermé, il a fermé son esprit à tout ce qui s'est passé depuis le début du mandat du président Patrice Talon jusqu'à aujourd'hui. Celui-là doit pouvoir reconnaître qu'il a refusé de réfléchir à un certain nombre de choses qui doivent être intégrées à l'analyse politique. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un, une personne, a dit pour la pédagogie, pour qu'on comprenne que le souci du deuxième mandat qui a mené les chefs d'État en exercice à accepter toutes sortes de compromissions, à se lancer dans toutes sortes de distributions anarchiques de prébendes politiques au détriment des couches vulnérables, eh bien, si on se met en tête qu'on n'a qu'un seul mandat à faire, peut-être que ça permettrait à celui-là de se dire tout compte fait, c'est sur la base à l'aune de ce seul mandat que je serai jugé. Et alors, il a eu le mérite de dire, lorsque vous enseignez cette pédagogie, il faut se mettre soi-même à l'exercice. Mais vous savez déjà au départ, sans ériger cela comme une condition sine qua non pour respecter la parole liée au mandat unique, il a introduit un projet de révision de la Constitution. Il y a eu après une proposition de loi portant modification. Cette introduction ne faisait pas partie des conditions. Non, je vous en prie. J'ai dit sans ériger cela comme condition sine qua non pour respecter cette parole. Ce serait faire une analyse étriquée que de ne pas intégrer l'ensemble des facteurs de réforme que le président Patrice Talon avait mis dans cette ambition-là. Parce qu'il avait envie en même temps. Voulez-vous dire aussi que la volonté du chef de l'État était aussi étriquée lorsqu'il pensait que le job pouvait se faire en 5 ans? Non, pas du tout. Pas du tout. Le chef de l'État avait envie de donner un exemple par là. Et derrière ça, comme pour soutenir la réalisation de ce rêve pédagogique, eh bien, il y avait l'intention de réduire la puissance, les prérogatives extrêmement puissantes du président de la République. Et cela a dû transparaître dans les moutures de projets de révision et de propositions de loi portant modification de la Constitution. Mais ça a été rejeté. Je l'ai entendu dire qu'à partir de cet instant, la Constitution qui est en vigueur pour les autres et pour lui aussi. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir si il serait candidat en 2021, le journaliste qui lui a posé la question fait partie de ceux qu'il avait entendu dire qu'il ferait d'un mandat unique une exigence personnelle. Eh bien, il lui a répondu qu'il avisera. Et ce que moi j'ai aimé dans la série d'interventions qu'il avait faites, c'était qu'il disait des choses qu'il pensait, ce qu'il a soutenu à l'Assemblée nationale. Pourquoi il a soutenu ça? Mais lorsque, à cela, on ajoute un certain nombre de contingences liées à la gouvernance, à l'exécution des programmes et projets prévus dans le PAG, des résultats inédits, des résultats qui amènent le Bénin à un niveau de développement assez encourageant, des résultats qui montrent que, par exemple, en 60 ans où vous avez 12 fois 5 ans dedans, et le mandat présidentiel étant de 5 ans, que si ce qui se fait aujourd'hui, en 5 ans, avait pu être fait à chaque 5 ans que d'autres Béninois avaient occupé ces fonctions-là, non pas, je le précise, qu'ils n'aient rien fait, non, je ne suis pas de ceux qui pensent que les anciens présidents n'ont rien fait,
Mais si on avait pu faire ces efforts avec les mêmes hommes, le jour où un des aînés, un des leaders de l'UDBN l'a dit, je n'y croyais pas. Il me l'a démontré. Qu'en 1958, 2 ans avant l'indépendance, la Chine était pratiquement au même niveau de développement que le Bénin. Aujourd'hui, vous savez là où se trouve la Chine. Lorsqu'on a fait ça, vous savez la crainte qu'on a? On a une hantise. Quand vous interrogez l'histoire politique de notre pays, c'est que chaque fois qu'un président, un nouveau président de la République vient, il remet à presque 99% en cause ce qui se faisait. Il n'y avait pas de continuité dans le processus de développement. Ça, il faut le reconnaître. C'est en cela, je ne reviens pas en arrière, mais c'est en cela que tout ce que vous avez observé en tant que journaliste politique, ça vous permet d'appréhender les choses maintenant avec beaucoup de circonspection. Alors, lorsque vous voyez que si on ne crée pas des moules suffisamment solides, si on ne met pas en place un système extrêmement solide qui permette que quiconque devient président de la République après n'a pas le choix, n'a autre choix que de s'inscrire dans le développement conçu et tracé au sommet du Bénin. Non pas qu'il n'apporterait pas son génie lui-même à ce qui est en train d'être fait, mais vous allez vous retrouver, sans vouloir calquer ça sur le modèle américain, vous allez vous retrouver dans un système comme à l'américaine où, si c'est bien consolidé, vous pouvez vous appeler Donald Trump. Les moules présidentiels à l'américaine vous imposent de rester dans cela. Maintenant, le chef de l'État a dû estimer, et surtout après avoir fini sa tournée, parce que ça n'a pas été un fait de hasard, que ce soit à la fin de sa tournée qu'il ait pu dire ça. Ça veut dire que, en plus de tout ce qu'il a vu, il s'est dit, si on ne consolide pas ça correctement, ça pourrait être remis en cause très rapidement et le Bénin va encore reculer. Et quand il entend tout ce qu'il a entendu dans les 77 communes du Bénin, il se dit, je suis prêt à m'engager encore dans la dynamique. Et il a dit ceci, je finis là-dessus, il a dit qu'il faut que cette dynamique soit poursuivie et consolidée. Et puisque cette ambition, qui visiblement s'inscrit en porte-à-faux avec la déclaration de départ, ne viole aucune loi de la République du Bénin. Justement. Donc, Patrice Talon ne saurait être interpellé devant une juridiction. Aucun recours ne peut être déposé légalement contre la décision de Patrice Talon d'être candidat à sa propre succession. Lorsqu'on a mis tout ça ensemble et qu'on s'obstine à s'accrocher au fait que le monsieur avait dit « je ferai mandat unique », c'est qu'on a refusé d'intégrer les éléments essentiels à une analyse. Et moi, mon père m'a dit de ne jamais refuser de réfléchir. Julien Kitty, libérons-nous de tout purisme, donnons-nous la liberté de nous écarter de l'éthique, de la morale, du respect ou du non-respect de la parole donnée. Et si, malgré le rejet ou l'échec de la constitutionnalisation du mandat unique, et si le chef de l'État insistait à donner l'exemple de ce que le job pouvait se faire en un mandat? Mais ça aurait été une décision, sa décision, qu'on aurait respectée aussi. Qu'on aurait respectée aussi. Je suis formel là-dessus. Parce que, comme nous l'avons dit à l'UDBN, quand il s'est posé la question de savoir ce qu'on ferait en 2021, en avril 2021, on a dit nous soutenons un chef d'État. Malgré le fait qu'on le soutient, on soutient son action, l'action de son gouvernement, on a dit, dès qu'il lève le doigt pour dire « je suis candidat », il a d'office notre soutien. Ça suppose qu'il faut lui donner le droit de prendre la décision d'être candidat par lui-même. Mais s'il avait pris cette décision, ceux qui s'accrochent au fait qu'il a dit qu'il ferait un mandat unique seraient heureux de dire « ah, c'est un homme il est un bon enfant de cœur ». Bon voilà, quand il dit les choses, même si les circonstances sont telles que s'il applique ça exactement comme ça, on aurait plus de dégâts, on aurait plus de conséquences négatives que positives, eh bien il le fait quand même pour contenter ces personnes-là. On ne lui en voudrait pas. Mais pour quelqu'un qui a un parcours de gestion des affaires économiques et qui a une connaissance
aussi raffiné du jeu politique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pendant tout le temps, en tout cas depuis 90 à aujourd'hui, il a été dans une position pas si loin que ça, de là où ça se joue au plan politique. Il connaît le landerneau politique. Il a fait les coulisses. Très bien. Et donc, à partir de ce moment, lorsque vous avez des ressources de ces expériences-là, vous ne vous levez pas contre même la volonté de toutes les machines politiques qui vous entourent, contre la volonté de ceux qui ont pensé avec vous le développement du Bénin, qui vous disent, eh bien, si vous vous arrêtez maintenant, vous allez respecter une parole. Mais si vous vous arrêtez maintenant, il y a une dynamique, il y a de lourds investissements qui ont été faits. L'alternative qui vient trouvera quelque chose qui reste encore très fragile. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles finissent de s'extasier à l'idée que le président de la République, le président Patrice Talon, réalise beaucoup de choses. D'accord? Moi qui suis ici, je suis en train de vous le dire. On va citer tous les infrastructures routières. On va en venir attendez, à l'exercice du bilan. Oui, mais quand on a fini de citer tout ça, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et politique de dire on a beau faire tout ça. Si le système n'a pas été construit de sorte à ce que celui qui vient puisse poursuivre ne serait-ce que tout ce qui a été fait de si bien, eh bien, ça reste fragile. On risque d'assister à la remise en cause de tout ça. Si vous ne savez pas faire, des contrats peuvent être rompus. Si vous ne savez pas faire, on peut décréter que des projets qui permettent de développer le Bénin, qui vont s'étaler sur 10 ans, 20 ans, et en matière d'énergie, par exemple. Soit remise en Mais cause. parce que, si on maintient ça, les Béninois vont continuer peut-être à célébrer le nom de celui qui l'a amorcé, eh bien, on peut décider de remettre ça en cause. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Et donc, lorsqu'on pèse le pour et le contre de la décision à prendre, je pense que le chef de l'État a dû dire « J'accepte qu'une frange de la population du Bénin dise il avait dit qu'il ferait un seul mandat, maintenant il dit qu'il faut aller au second. J'accepte qu'on me tacle pour ça, mais j'accepte également que ce qu'il y a de plus important pour le peuple soit consolidé parce que je serai là pour 5 ans encore. J'accepte que la grande partie puisse bénéficier de mon sacrifice, de ma personne, de mon temps au sommet de l'État, que de dire je veux bien que un groupuscule de personnes qui s'accrochent à ça, même comme thème de campagne contre lui, alors que pour moi, je répète, c'est une autre manière de ne pas bien réfléchir pour contrer quelqu'un de si futé. Il faut bien plus que ça pour ébranler Patrice Talon dans sa volonté d'être porté en triomphe par l'action concrète et non par des incantations. Jules-Léandre Kitty, rubrique numéro 2, la rupture, l'UDBN et la présidentielle de 2021. C'est beau, c'est facile peut-être de soutenir les actions d'un gouvernement parce que c'est, je dirais, la meilleure posture. Enfin, sous nos cieux. Et je dirais, sur le continent africain, c'est toujours mieux de se retrouver de ce côté-là qu'être en face, qu'être dans l'opposition, en tout cas dans l'histoire politique du Bénin et des autres pays de la sous-région. C'est bien mieux d'être mouvancier. Oui, vous l'avez été durant 5 ans, oui. Mais dans ce jeu de soutien, vous partagez aussi les actifs de ce gouvernement. Vous partagez aussi ce bilan, soit-il bon ou mauvais. Comment l'UDBN appréhende-t-elle le bilan de Patrice Talon? Au niveau de l'UDBN, et ça, la présidente, Mme Claudine Afiavi-Prudential, l'a dit, l'a martelé lors de la déclaration politique du parti. C'était le 21 août 2020 d'abord à l'université d'été, et puis consacré par la déclaration du parti après l'annonce de la candidature du président Patrice Talon à sa propre succession. Le bilan avait déclaré l'UDBN et continue de déclarer, le bilan, il est globalement positif. Il est positif parce que nous avons une boussole.
Vous savez, lorsque quelqu'un réussit, ne serait-ce que la planification de ses actions à mener, il a gagné la bataille de l'efficacité à 50%. Vous planifiez, ça veut dire que on sait très clairement ce que vous voulez faire. Il y a de la traçabilité. Vous avez montré que vous êtes rassasié de choses à faire pour offrir le bien-être aux populations. Maintenant, une chose est d'avoir ces ambitions. Une autre chose de dire voici ce que je vais faire. Toute une autre chose est de dire je ferai ci à tel moment, après je vais faire telle chose, de les stratifier. De pouvoir dire voici où je vais trouver l'argent pour le faire. Lorsque vous suivez quelqu'un comme ça et vous voyez la batterie d'actions qu'il prévoit, la manière dont il les a planifiées, lorsque vous scrutez ça et vous vous dites, tiens, si tout cela est réalisé, d'accord, notre pays fera quand même des pas assez géants vers les cimes du développement. Oui, mais quand on remonte à cette planification, vous voulez parler du PAG, oui. Quand on s'en tient rien qu'aux 45 projets phares, oui. Ben, ils n'ont pas tous été abordés, ils n'ont pas tous été enclenchés. Je peux vous dire quelque chose, monsieur Davor. Ce que je suis en train de dire jusque-là, même un iota de ça ne signifie pas encore que tout a été enclenché, tout a été réalisé. Et j'ajoute que on n'a pas besoin que tout soit enclenché, tout soit réalisé pour dire qu'il y a de la performance. Avant de s'en extasier. Non, même pas. Pour dire qu'il y a de la performance, pour dire qu'il y a de l'efficacité. Parce que pour ceux qui savent les b.a.-ba, le minimum en matière de gestion de projet, ils savent que, ne serait-ce que pour prendre le pan des délais de réalisation, d'accord, mais vous avez toujours une marge d'inconnu. Mais quand vous voyez à l'action, est-ce que toutes les étapes que vous avez eu la possibilité de réaliser, les outils présents, les acteurs contactés, les procédures de marché suivies normalement, si on vous voit dans le respect des tests, des timings à tous ces niveaux, si après il y a des contretemps, si après il y a des contingences qui vous amènent à devoir prolonger ces délais d'exécution, mais vous n'êtes pas dans l'échec. Par exemple, la phase des études pour réaliser un projet, vous pouvez prévoir les études pour 24 mois. Les experts qui travaillent avec vous, qui ont en charge ces études, peuvent vous dire par rapport à telle chose qu'on a eu à découvrir après, il faut plus de temps. Est-ce que vous, parce que vous voulez être politiquement bien vu après, vous dites non, arrêtez les études là où vous en êtes et allons à la réalisation? Non. Mais après, en bon gouvernant, vous avez le talent de communiquer au peuple qui vous suit. Pourquoi ceci a déjà démarré, est à tel niveau d'exécution, pourquoi ceci n'a pas encore démarré, et vous satisfaire avec le peuple de ce qui est déjà bouclé dans le délai. Je pense qu'on retrouve toutes ces catégories, tous ces cas de figure dans le bilan du président Patrice Talon. Vous avez des projets qui ont été déjà réalisés. D'accord? Et quand on a dit que Maria Glita 2 va être réalisé, ça a été réalisé sous le régime Talon. Et aujourd'hui, contrairement au passé, et ça, on n'a même pas besoin d'être en milieu partisan. Hein. On n'a pas besoin d'être de tel ou tel parti. C'est de reconnaître que, ironie du sort, sur le même site, sur la même portion du territoire béninois, où le nom même de la localité, Maria Glita, a été souillé par un projet antérieur dans le même secteur qui a échoué, où on a pu mettre englouti plusieurs dizaines de milliards et ça n'a pas donné quelque chose. Sur ce même territoire, à côté, on a pu réaliser ça. Et aujourd'hui, qu'on vous dise que le Bénin produit de l'énergie, que le Bénin a réduit considérablement ses temps de délestage, que le Bénin ne dépend plus de ses voisins qui lui apportaient l'énergie électrique comme avant. Et lorsque vous savez un minimum de ce que vaut l'énergie électrique dans le processus de développement, vous vous dites ça, c'est bien. Il n'y a plus rien à faire sur Maria Glita 2. D'autres centrales qui sont en projet pour réalisation peuvent dépasser le délai. Mais ça a été réalisé. C'est comme ça que vous allez voir
un autre projet qui a démarré, qui ne finit pas, qui n'a pas fini. Nous sommes, votre plateau est basé à Glodjibé, ici. Il y a l'un des projets phares, la construction de l'aéroport international de Glodjibé, qui a fait rêver beaucoup de Béninois. Le projet n'a pas n'est pas encore dans sa phase véritablement opérationnelle, c'est-à-dire on ne voit pas des murs en train de sortir de terre. Mais est-ce que ça veut dire que le projet n'est pas en train d'être réalisé? On n'est pas dans l'efficacité. Vous n'êtes pas sans savoir toute la polémique qui a été animée au moment où il fallait donc exproprier les populations des terres, de l'espace, les questions de dédommagement. Ça a pris plus de temps. Le chef de l'État a multiplié les rencontres avec les différents acteurs, les sages. Vous pensez que parce qu'on veut aller vite, parce qu'on avait planifié que les gens seraient d'accord, vous pensez qu'un chef d'État devrait dire « Bon, mais ne consultez plus personne, prenez des bulldozers, cassez les maisons, démolissez tout ce que vous voyez pour qu'on avance ». Non. Mais pourtant, ça évolue. Est-ce qu'on a pu détecter que quelqu'un a détourné les milliards prévus pour réaliser ce projet? Non. Est-ce qu'il y a des projets qui sont devenus éléphants blancs? Non. Lorsque vous avez ça, et lorsque dans la méthode, quelqu'un, je vous le répéterai. Peut-être qu'on pourra détecter plus tard qu'il y a on des pourra, failles. Très bien. On pourra détecter plus tard. Il se fait qu'au moment où je suis en train de vous parler, on n'en a pas détecté. Et je n'ai pas encore fait des enquêtes pour en trouver de déplorables ou pour trouver des détournements à déplorer. Et donc, je crédite ceux qui dirigent le pays de bonne foi et j'estime que ce bilan, il est positif. C'est comme ça que l'UDBN l'a trouvé. Et l'UDBN, en plus de trouver ça, a dit il faut que celui qui est le chef de l'État, qui a été, comme lui-même il le dit, le chef d'équipe, pour qu'on ait ces résultats, eh bien, il faut qu'il puisse dire par lui-même je suis candidat. C'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a des pressions, de saines et voire saintes pressions qui lui sont faites. C'est-à-dire que des acteurs politiques qui l'entourent disent mais quand on finit de dire le bilan il est positif, on est tenté de dire on ne change pas une équipe qui gagne. Mais nous avons, c'est une option au niveau de l'UDBN, nous avons choisi de dire, c'est vrai, tous ceux qui ont dit jusque-là, depuis la nuit des temps, qu'on ne change pas une équipe qui gagne, ils ont raison. Mais est-ce que, parce que Nelson Mandela a fait 5 ans de gouvernance, de présidence en Afrique du Sud, il est parti, est-ce que forcément, il a mal fait? Non, il a dû choisir. Mais vous allez trouver d'autres analystes qui vont vous dire, preuve à l'appui, que Nelson Mandela, s'il faisait un mandat de plus, si les tests le permettaient, allait mieux consolider les acquis de sa gouvernance après une longue période d'apartheid et de prison où le peuple noir devrait reprendre ses pouvoirs. Et vous avez vu après, l'Afrique du Sud reste ce qu'elle est encore, mais vous avez vu que les choses sont allées en termes de valeurs que défendait Nelson Mandela, vous avez vu que les choses sont allées décrescendo. Et donc, moi j'estime qu'il faut faire cette expérience avec le président Patrice Talon, qui a un bon droit de dire « je veux un autre mandat ». Et dès qu'il a dit, au niveau de l'UDBN, on a dit « mais ça y est, nous sommes des gens qui sont conséquents ». On a dit « eh bien, après concertation, si tu es candidat, nous sommes derrière toi ». Eh bien, il dit « je suis candidat », ok. Donc on le soutient. Maintenant, tout est dans la manière dont nous construisons avec lui le PAG2. Comment nous construisons avec lui pour que tout ce que... Parce qu'être avec quelqu'un, c'est pouvoir lui dire également, ah, il y a tel projet qui n'est pas encore totalement réalisé, on ne lâche pas l'affaire. Julien Kiti, tel projet qui n'a pas encore commencé, il faut que ce soit réalisé pour que nous puissions, nous qui sommes vos partisans, pouvoir bien vendre votre bilan. Et à la fin du second mandat, je veux bien que le chef de l'État soit porté en triomphe, bien plus que ce que nous observons aujourd'hui. Julien Kiti, je sais qu'à l'instar des autres formations politiques, votre parti politique aurait peut-être enclenché des consultations avec ses différentes bases dans les arrondissements. Me direz-vous que de ces consultations que vous partagez, ou sinon vos militants partagent entièrement ce bilan et qu'ils trouvent ou qualifient de positif
ce bilan sur l'ensemble des 5 ans, au regard justement de la part approximative consacrée au social? Mais vous faites bien de finir votre question par là. D'abord, ça devrait être inquiétant si tous les militants rencontrés, sans exception, vous disaient tout ce que le président de la République fait, on est content de ça. Parce qu'il faut faire une différence entre ce qui vous enchante et ce qui est bien. Ce qui est bien pour le pays peut être douloureux au départ. N'est-ce pas que nous avons une preuve que Dieu même nous a donnée? N'est-ce pas que c'est heureux de voir un enfant venir en vie dans une famille? Mais regardez l'atrocité de la douleur, hein, qui est celle de la mère sur la table d'accouchement. À la limite. Encore que vous n'en avez pas fait l'expérience. Non, attendez. En dehors de l'histoire, à nous compter, par nos mères. Et aucune mère n'a encore démenti cette histoire. Donc ça peut faire force de vérité. Et je peux vous dire, j'ai au moins le témoignage des pères de famille qui ont cru que ça devrait être une belle affaire que de se trouver dans la proximité physique de leur épouse au moment où elle s'apprête à accoucher. Ils ont eu des baffes, ils ont dû les digérer avec sourire, ils ont dû se faire griffer. Les sages-femmes vous en raconteraient à longueur de journée. Et pourtant, la minute d'après, dès que l'enfant sort, elles deviennent sages-femmes et femmes qui accouchent, gestantes, eh bien, elles deviennent des amies. Et puis le mari peut encore être gratifié du sourire. C'est un peu comme ça. Donc il y a des militants qui disent, par exemple, le thème dîner, on dit, mais le président a dit de serrer la ceinture. C'est dur, l'argent ne circule pas. On a des petits jobs qu'on faisait. Il y a, je trouve une autre expression encore, il y a les à côté qu'on avait, ça ne sort plus. D'accord? Il y avait les tontons qui venaient en week-end honorer nos ordonnances. Vous savez, avant, les acteurs politiques, pour peur que les acteurs politiques qui allaient en week-end avec beaucoup de millions en poche, moi je me suis fait dire par un homme politique il y a quelques années que tous les week-ends, quand il doit descendre dans son village, et quand il doit y descendre, c'est au minimum 5 à 10 millions qu'il a en poche. D'accord? Et son intention en ce moment, c'était de me démontrer combien de fois il faut saigner gros lorsque on est acteur politique. Et il avait envie de me dire, mais il faut comprendre alors quand les gens prennent le pouvoir, eh bien, ils veillent bien se beurrer, qu'ils veillent bien mettre un peu le grappin sur une partie de la manne financière appartenant à l'État pour quand même compenser ce qu'ils dépensent tout le temps. Mais lorsque au sommet de l'État, lorsque dans la gestion des finances publiques, le président installe un système qui empêche le détournement, qui empêche le vol, qui donne la trouille à ceux qui sont réfractaires au changement par rapport au respect à avoir la chose publique. Forcément, celui qui rentre les week-ends pour honorer les ordonnances de telle ou telle famille, mais il est en difficulté. Tout au moins son rythme de descente au village change. Et quand il vient, c'est celui qui n'arpente pas toutes les rues. Ça veut dire que lui-même, il lui arrive désormais de refuser un certain nombre de bains de foule. Donc, à partir de ce moment, des militants peuvent dire c'est dur. Mais il y a des réformes également qui font que, par exemple, au niveau de processus d'autonomisation économique des femmes, vous voyez, quand vous prenez le projet H, vous avez de belles choses qui sont dedans. Les microcrédits à l'AFIA sont en train d'être mis en place. Mais pendant plusieurs années, donc une partie du quinquennat, il y a eu certainement des femmes qui ont dit on voulait que ça aille plus vite, on voulait que ça aille plus vite, et ça n'a pas été le cas. Ça se planifiait. Ces projets auraient pu être enclenchés mais le problème, c'est dès les premiers mois. Oui, mais le problème aussi, c'est quoi? Lorsque vous avez hérité d'un système qui est un éternel recommencement, d'un système qui a été pensé sans la dimension pérennisation. Vous êtes obligé de faire un peu de sacrifice, de prendre plus de temps pour planifier quelque chose qui peut être utilisé sur des décennies et des décennies. Je vous jure, le projet H, tel que conçu, parce que j'ai eu quand même dans une autre vie professionnelle, bien sûr,
à côtoyer des gens, à leur poser les vraies questions sur ce que ça doit être, pourquoi c'est comme ça. J'ai eu la chance, avant ça, dans mon parcours, de travailler aux côtés d'un ministre de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité, ce qui est devenu aujourd'hui ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Donc le social, je l'ai vécu. J'ai travaillé dans des organisations non gouvernementales qui sont purement dans le social. Et j'ai vu que... Il y a mieux maintenant? Non, aujourd'hui, on a planifié la gestion du social qui peut permettre que, je reviens là-dessus, tous les gouvernements qui vont passer, en tout cas pour plusieurs décennies, si on applique le projet là, dans ces différentes dimensions, pour les femmes, pour les personnes indigentes, pour les personnes âgées, pour les questions de santé, surtout quand je parle des indigents en matière de santé, si on l'applique, c'est-à-dire que celui qui vient, un autre président qui vient, peut-être d'ici 2-3 mandats, celui qui vient, il a son projet de société en matière de santé, mais il a une bonne partie en matière de santé sociale, il a une bonne partie réglée avec le projet H. Si tel que nous limitons notre propension à être dans la haine, dans le débat politique, dit parce que c'est l'autre qui a enclenché, donc tout est mauvais dedans. Non. Si le président Patrice Talon et son équipe avaient trouvé que tout ce qui avait été fait, avait initié, était mauvais en soi, dans l'essence, et que ce n'est pas seulement la manière dont on l'a géré qui pose problème, il ne ferait jamais microcrédit. Parce que dans ce pays, on a lié microcrédit à l'ancien président. Alors que, après toutes les études, lorsque dans le secteur du Fonds national de microcrédit, quand on a observé trop de cas de malversation, en tout cas, le gouvernement a eu les outils, l'expertise nécessaire pour faire les enquêtes, pour faire les audits. Vous pensez que ce n'est pas nécessaire de régler, de voir clair dans ces affaires-là avant de l'enclencher? Et donc, les militants que nous voyons... Avant de quitter le volet bilan... Les militants que nous écoutons ne disent pas à 100% tout va bien. Mais ce qu'on met à l'actif du gouvernement est plus dense que ce qu'on peut mettre à son passif. Et un parti politique de la mouvance présidentielle a, entre autres, rôle de pouvoir expliquer les tenants et aboutissants, le bien fondé de ce que le gouvernement fait. Et ce qu'il y a de moins bien, est-ce qu'on est en train de réfléchir à réorienter, à améliorer? Le président Patrice Talon, en tout cas, moi, je ne dirais pas de ma vie qu'il est un extraterrestre. Je ne dirais pas de ma vie qu'il est un homme à 100% parfait. Je ne dirais pas de ma vie que tout ce que lui fait dans sa vie, c'est bien. Pourquoi il s'entoure d'un gouvernement? Pourquoi il y a des partis politiques qui l'entourent? Les partis politiques aussi, vous pensez qu'ils ne sont pas quelque part en position de conseiller du chef de l'État? À l'UDBN, en tout cas, nous nous reconnaissons comme une composante de la mouvance, mais aussi une force de proposition. Mais à la différence de ceux qui sont dans l'opposition, nos propositions, si c'est pour corriger quelque chose, ce n'est pas à étaler à la place publique. Ce n'est pas pour dire, fermer les yeux pour dire tout ce qui est fait, c'est mauvais. Mais tout n'est pas rose. Et tout ne sera jamais rose. Mais ça n'empêchera pas de justifier notre position vis-à-vis des militants, qui est que le président Patrice Talon mérite d'avoir encore la confiance de l'UDBN. Restons encore au niveau du bilan de cette rubrique, la rupture, l'UDBN et la présidentielle. Julian Kitty, je ne vous apprends rien. Du bilan de la rupture, l'histoire, qu'elle soit politique ou non, du Bénin retiendra, entre autres prouesses et réalisations, le projet asphaltage. Eh bien, mais que gagnent les citoyens à s'extasier sur les belles voies asphaltées, les vents, ruelles et autres, pour souffrir des heures durant sur les principales routes dans l'embouteillage? Mais votre question a deux volets. Il faut, si nous ne voulons pas pécher pour noyer ce qui est bien fait, il faut d'abord répondre à la question de savoir: est-ce que fait l'asphaltage? Est-ce que l'asphaltage règle un problème? Est-ce que ça soulage les populations? Parce que les Béninois ne sont pas dupes, ils ne sont pas schizophrènes pour ne pas savoir
ce qui est bien pour eux, ce qui les met à l'aise. Si vous allez jusqu'à dire qu'il y a des Béninois qui s'extasient à voir l'asphaltage, les bienfaits de l'asphaltage, ça veut dire quelque part, ça leur fait du bien. Quand vous parlez de l'extasie, c'est que vous êtes dans les émotions, l'expression des émotions. Et celui qui veut exprimer une émotion, honnêtement, ça part de quelque chose qu'il a observé, une satisfaction ou une insatisfaction. Lorsque vous arrivez au Carrefour, à Gontico, à Cotonou, pour vous qui connaissez Cotonou, lorsque vous prenez la voie opposée à celle qui va à Gbedjro-Mélé, mais on ne pouvait pas emprunter cette voie. Moi, je me suis permis d'emprunter cette voie il n'y a pas longtemps. Je me suis bien perdu quand je me suis retrouvé au niveau de l'échangeur de barrières. Je me suis perdu parce que là-bas, c'était tous ceux-là, bon, pour parler comme l'homme de la rue, vous allez m'en excuser, tout le monde était sur cette voie des batraciens. C'est-à-dire qu'il fallait passer dans la boue. Ceux qui construisent là étaient vus comme étaient dans l'insalubrité. Mais aujourd'hui, vous pouvez circuler avec n'importe quel engin. L'électrification a suivi. Lorsque vous interrogez les dames qui peuvent faire leurs petites affaires aux abords de cette bretelle-là, elles vont vous dire, Patrice Talon, là, il est bon. Ce qu'il a fait là, c'est bon. Parce que c'est là où elle fait son commerce. Mais quand vous allez interroger celui qui conduit, qui exploite des gros porteurs, qui transporte des produits du port de Cotonou vers... Pas seulement, le citoyen ordinaire qui habite Calavi et qui doit quitter Calavi pour aller au ministère. Il va dire, mais quand j'arrive au niveau du pont de Djonou, d'accord, où il se doit de passer parfois une trentaine de minutes. Voilà. Il va dire, ah non, mais c'est ceci qu'on devrait faire premièrement. N'est-ce pas? Mais il faut après lui avoir concédé la légitimité de cette expression, cette aspiration, cette soif d'être satisfait en tant que citoyen, ayant le même droit que la dame qui se trouve sur la voie à Gontincon que j'ai décrit tout à l'heure. Eh bien, quand vous avez fini de lui concéder ça, il faut bien avoir l'amabilité de lui expliquer que, pardon, pour faire la route qui passe par là, pour faire ce pont, le pont est intégré à un projet plus vaste qui demande plus d'investissement, plus d'études, et lorsqu'on va vouloir le faire, les dispositions qu'il faut prendre pour que celui qui quitte Abomey-Calavi, je vous en prie, 30 secondes, celui qui quitte Abomey-Calavi pour aller au service à Cotonou, vous savez, dès qu'on va lui dire que les travaux vont faire que le pont là va cesser de fonctionner, la circulation va cesser de fonctionner pour une seule journée, il va vous dire, ah non, 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 je voulais d'un pont plus solide, plus large, à double voie, mais jamais que vous m'empêchez désormais de passer. Donc, ensemble avec vous et avec la France de la population, qui légitimement réclame que les grands axes routiers soient priorisés, soient tracés, soient refaits, eh bien, il faut pouvoir avoir la mesure pour dire, interroger ce gouvernement pour dire, qu'est-ce que vous faites de ça? Si ce gouvernement est capable de vous montrer dans sa planification qu'il a décidé de réaliser tout ça, mais où est-ce qu'on en est? Phase d'étude, démarrage timidement, mais tant qu'un ouvrage du genre n'est pas livré, la population bénéficiaire ne veut pas savoir si quelque chose se fait. Donc, de ce point de vue, Kitty, je suis d'accord. On va poursuivre. Je suis d'accord, mais je ne suis pas pour ceux qui veulent dire il fallait substituer à l'asphaltage ces autres projets. Non, l'asphaltage était dans le PAG, comme les autres projets aussi sont dans le PAG. Et s'il y a des projets plus lourds, honnêtement, et j'en aurais fini, même sous l'Ancien Régime, vous pensez que l'échangeur de Godomé a été construit de la même manière que les passages supérieurs de Weikro et de l'avenue Stemmes? Non, parce que les infrastructures n'ont pas les mêmes tailles. Donc, il faut souhaiter simplement, et les responsabilités des partis politiques, des médias et des citoyens sont engagés pour rappeler, marteler dans les tympans du chef de l'État que ça doit se faire. Et je pense que ça va se pouvoir. Pour aborder maintenant les toutes dernières rubriques de cette émission, Jules Léandre Kitty, quel rôle jouera l'UDBN au scrutin présidentiel d'avril 2021? Déjà, retenons, c'est officiel,
que l'UDBN, suivant la logique de sa déclaration du 21 août 2020, a, le 17 janvier dernier, fait une déclaration pour prendre acte de la décision du président Patrice Talon d'être candidat à sa propre succession, pour le féliciter pour le courage d'avoir pris cette décision et prendre l'engagement de mettre toutes ces Amazones et ces soldats UDBN en alerte maximale. Ça veut dire que nous nous préparons pour aller au front. Au front pour faire quoi? Pour mouiller le maillot, pour que le candidat, le ticket présidentiel que va conduire le président Patrice Talon, concrètement, comment cela va se... être... Oui, mais... comment cela va s'exprimer? Oui, comment cela va... Concrètement, bon, l'UDBN participera peut-être, je sais pas, à la caution de son candidat. Je peux vous dire, hein, je ne suis pas souvent avare en matière de choses à révéler, mais je ne suis pas aussi dupe pour que je vous dise, dévoile ici toutes les stratégies que l'UDBN va utiliser. Mais bien avant l'annonce de la candidature du chef de l'État par lui-même, eh bien l'UDBN, à travers cette structure, réfléchissait déjà à une série de stratégies. Là, après la déclaration, donc la phase théorique qui a été faite par le Bureau exécutif national, se fondant sur la décision du 21 août, eh bien, il a demandé, le Bureau exécutif, à tous les militants d'être mobilisés pour que dans nos canaux internes de fonctionnement au parti, nous puissions renforcer les discussions, les concertations, pour que les aspirations à la base, parce que c'est aussi ça, les stratégies à utiliser pour ce que vous êtes en train de demander, toutes les coordinations départementales, les coordinations de circonscriptions électorales législatives, les coordinations communales, et au niveau des sessions et sous-sessions des arrondissements, des quartiers de ville et des villages, eh bien, toutes ces structures vont être consultées. Et puisqu'on avait déjà une batterie de stratégies proposées, on va arbitrer. Et sur cette base, nous allons apporter notre contribution, d'accord, la contribution de l'armée UDBN, avec comme général l'Amazone Claudine Afiavi Prudencio, qui est déjà prête pour qu'on soit sur le terrain, pour que la victoire écrasante de Patrice Talon au soir du 11 avril soit une garantie pour nous. Et contrairement à bien d'autres personnes, nous ne nous faisons pas l'illusion que ça va être du couteau dans du beurre. Non, non, c'est une compétition. Vous y croyez vraiment? Vous croyez en un challenge? C'est une compétition. Moi, je peux vous dire... Compétition entre qui et qui? Entre Patrice Talon, qui a annoncé sa candidature et qui va faire donc sa déclaration officielle de candidature, et tous les autres Béninois qui auront rempli... Attendez, qui auront rempli les conditions... dont on n'est pas sûr encore de la présence au scrutin. Bon, moi, je n'ai pas reçu des thèmes de référence de l'opposition pour une consultation éventuelle. Donc, ils ne m'ont pas consulté et je n'ai pas vocation à aller leur apporter des solutions. Ils sont déclarés opposants. Ils réfléchissent parce qu'ils savent... Vous partagez le même univers politique. Non, vous partagez le même univers. Non, mais vous savez je n'ai pas ce que propose l'opposition. Non, je n'ai pas pour Vous savez quelles sont les aspirations, quelles sont les ambitions exprimées ou non. Je ne sais pas encore ce que propose l'opposition. J'entends de l'opposition, en tout cas des acteurs principaux de l'opposition, qui sont sur la scène, qui donnent de la voix. J'entends qu'ils disent que, ah non, c'est scandaleux que Patrice Talon n'ait pas respecté sa parole en disant qu'il va faire un mandat. C'est ce que je vois comme thème dans leur bouche. J'entends des gens qui disent non, il faut tout arrêter pour faire assise nationale. J'entends des gens dire il faut supprimer toutes les lois qui sont là, y compris celles sur la base desquelles ils ont pu se rendre dans la légalité pour parler aujourd'hui escalité en tant que donc, parti politique. Je les entends dire qu'il faut chasser Patrice Talon. C'est tout. Maintenant, moi, je ne veux pas du tout me moquer d'eux. Ce n'est pas ma vocation. Parce que ce sont des citoyens et ils participent au jeu démocratique. Je ne vous y invite pas non bon, plus. Voilà. Et donc, quand ils vont sortir les projets de société, nous allons regarder. D'accord? Et ce sera donc... Non, je vous invitais juste à vous prononcer sur la possibilité ou non d'un challenge. Oui, mais... Et de quelle qualité? Oui, mais je vous rappelle... De quel type de challenge? Je vous répète, je martèle et je vous regarde pour vous le dire frontalement. Pour moi, Jules Léandre Kitty, pour quand on se fie à ce boulevard que Patrice Talon s'est dégagé. Et pour l'UDBN, à travers la tournée, s'est dégagé à travers les réalisations, s'est dégagé à travers... Patrice Talon, président de la République en exercice et candidat à sa propre succession,
travaille à mettre les chances de son côté pour l'emporter. Les partis politiques qui l'entourent, y compris l'UDBN, travaillent à renforcer, raffiner, sophistiquer ses moyens pour qu'il puisse mettre les chances de son côté et gagner. Mais le scrutin ne s'est pas encore déroulé. Mais que reste-t-il pour cette opposition? Ah non, ce n'est pas écrit dans la Constitution que parce qu'un chef d'État qui est en exercice et qui a beaucoup de partis politiques qui le soutiennent, d'ailleurs, d'office, il faut aller l'installer pour dire qu'il démarre son second mandat. Donc à partir de ce moment, il y a encore que tous ceux qui soutiennent le chef de l'État, selon moi, devraient se dire il faut retrousser les manches et travailler dur. Parce qu'en face, je vous ai récité tout à l'heure tous ceux qui sont en train de dire. Mais s'ils vont au-delà de ça, ils se regroupent, ils ont un projet de société. Peut-être que leur projet de société, leur offre politique va mieux intéresser la population et que au niveau de la mouvance, on devra batailler dur pour l'emporter. Donc, moi, vous ne direz rien ce soir ou ce matin qui puisse m'amener à recommander au sein de mon parti qu'il faut aller dormir sur ses lauriers. Julien Kitty. Mais nous nous battrons pour que le ticket présidentiel je voudrais croire en votre puisse l'emporter et pourquoi pas même dès le premier tour. Mais ma crainte, c'est peut-être que l'on tombe dans une récurrence de ce challenge ou de ce scrutin entre l'ancien chef d'État Mathieu Kérékou et Bruno Amoussou, où il y avait un match amical qui ne disait pas son nom. Non, les contestes, non, au-delà de ce que vous avez à travers ce que vous venez de dire, l'idée d'un challenge qui a été plus ou moins facile, la similitude peut-être dans votre esprit s'arrêter là. Encore que, moi je dis, il y aura challenge en avril 2021. Mais dans le cas Mathieu Kérékou et Bruno Amoussou, je vous en prie, donnez 30 secondes, vous pouvez me l'arracher après pour le mot de fin. Mais c'est que Mathieu Kérékou avait pour challenger d'abord, je crois, Nicéphore Soglo, qui a dit, après Maître Adrien Ongbedi qui est venu, qui aussi s'est désisté. Après, Bruno Amoussou était le candidat qui devrait venir. Et suivant la Constitution, c'est Julien Kitty, c'est complètement terminé pour ce membre du gouvernement de Kérékou. Donc, c'est pas la même chose. Et ce fut un match amical, encore que il faille y avoir de challenger pour parler de match. Qu'est-ce qui a été un match amical? L'émission. Je ne savais pas que vous aviez déjà quitté. Ce dont vous parlez, justement. Bon, d'accord. Le rappel de l'histoire. Le rappel de cette partie de l'histoire. Julien Kitty, c'est complètement terminé pour ce numéro de Dimanche Ultime. Merci pour votre disponibilité. Est-ce que vous avez encore droit à un mot de la fin? Je le pense, mais je suis dans l'incapacité de vous en offrir, 30 secondes. Non, juste dire à tous les militants et militantes de l'UDBN que la présidente, l'honorable Claudine Afiabi-Prudencio, tout le bureau exécutif national compte sur eux, où qu'ils se trouvent sur le territoire national et dans la diaspora. Parce que, comme il a été dit dans la déclaration, c'est grâce à eux qu'on a tenu jusque-là. C'est grâce à eux qu'on va apporter une contribution excellente à la victoire du président Patrice Talon. Merci, Julien Kitty. Et on continue de croire qu'il y aura un challenge et que la présidentielle d'avril 2021 sera non seulement inclusive, mais que cela présenterait un véritable challenge au-delà pour la beauté du jeu politique, au-delà de cette fête, je dirais, de cette presque fête que nous chantons, et que tout ceci se passera dans la quiétude, dans la paix, pour continuer à redorer le blason de cette démocratie tant enviée dans la sous-région et à l'international. Merci à vous pour votre disponibilité, Julien Kitty, et à très bientôt. C'était.